Bonjour Anthony, bienvenue dans le plan. Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être là, c'est cool. Nous, comme pour chaque invité, on prépare toujours une petite intro, un petit portrait que je vais te lire. Je te laisserai après me dire si je me suis trompé ou pas dans mes recherches. Ça a été fait par l'IA? Et ouais, oui, je l'accorde, je me suis aidé de l'IA, c'est vrai. Anthony, tu es un angoumoisin pur chouche, tu aimes le sport, plus particulièrement le foot, tu as travaillé en boîte de nuit à tes débuts, un sens du commerce pointu que tu as aiguisé à coups d'encyclopédie. Avant de créer un logiciel, tu vendais des piscines, plusieurs points de vente des joyaux, un œil sur les chantiers, un autre sur la rentabilité. Puis en 2007, tu crées Extrabat, un outil de gestion taillé pour les professionnels du bâtiment. Pas de levée de fonds, pas de buzz, juste de la vision, du code et de la persévérance. Aujourd'hui, Extrabat est un acteur majeur dans le secteur du bâtiment et vient d'être acheté par le groupe allemand Craftview. Mais tu ne t'arrêtes pas là. En 2024, tu lances Isaiah, une société d'intelligence artificielle, dont on parlera un petit peu plus longuement. Comment on passe du commerce au logiciel, comment on anticipe les besoins d'un marché avant tout le monde, comment on gère une vente avec un gros acteur, tout ça on va en parler. Ok, ouais, super. C'est dit de manière assez rapide, mais ça reflète bien la réalité. Bon, comme quoi, Chat s'est pas trompé. Oui, non, ça va, ça va. Alors du coup, moi la question, avec toutes les recherches que j'ai faites, ce que je me suis demandé, c'est, parce que tu es entrepreneur depuis des années, il y avait quelque chose dans ton enfance qui a créé ça ou comment t'en es venu à dire, parce qu'à un moment j'ai vu dans une interview que tu as fait que tu voulais être indépendant. C'est quelque chose que tu voulais à un moment? Oui. À la base, je voulais être expert comptable. Donc, j'avais fait des études de comptabilité et quand j'ai eu mon bac et que j'ai voulu aller en BTS, à cette époque-là, c'était les bacs B et bac S qui étaient prioritaires. Et donc, ça m'a un peu vexé, piqué. D'ailleurs, souvent, il y a des choses dans la vie, quand ça nous pique, on décide de pivoter. Et là, je me suis dit, je vais faire de l'argent, je vais faire quelque chose qui va me passionner, qui va m'animer, et je vais prendre un peu mon destin en main. À l'époque, il y avait les pages jaunes. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'annuaire des pages jaunes. Et donc, je prenais les pages jaunes, je tournais et dès que je voyais un encart d'une pleine page, je me disais « Ah ben ça, c'est un secteur d'activité qui marche bien ». Donc, ça a été ma technique à l'époque. Après, j'étais aussi très scolaire, donc j'étais abonné à toutes les revues à l'époque. Il y avait Capital, il y avait toutes les revues économiques et je lisais même Le Monde, parce que j'étais en Sciences Éco, en fac de Sciences Éco, on lisait Le Monde. Donc je me nourrissais un peu des aventures entrepreneuriales et je me disais, bah tiens, ils ont réfléchi différemment. Voilà, ça a toujours été un peu un leitmotiv, d'avoir une réflexion différente de ce que font les autres, d'aller dans leur sens, mais de dire à un moment donné, de pivoter et de se dire, tiens, là, on va essayer de réfléchir différemment et peut-être qu'il y aura du business derrière. D'accord. Il y avait des entrepreneurs dans ta famille déjà? Oui, j'avais mon oncle qui faisait les marchés, qui faisait les marchés, qui vendait du tissu et qui a eu une idée toute simple, c'est de faire une jupe à taille unique, un prix unique. À l'époque, il faisait des campagnes d'affichage avec un billet de 99 francs. Voilà. Et donc, il a mis une flotte de camions sur la route et c'est là où il a attaqué ce qu'on appelle le dépôt-vente dans les grandes surfaces. Donc, il mettait des portants de jupes et après, il reprenait les invendus et il facturait que ce qui avait été vendu. D'accord. C'est quelque chose qui t'avait inspiré déjà à l'époque? Eh ben, j'avais été assez surpris de ce monoproduit et d'être focus juste sur une fonctionnalité. C'est-à-dire que lui, il faisait l'inverse de la mode. Il avait regardé les gens dans la rue et il trouvait que finalement, les gens s'habillaient c'était très hétéroclite comment. Et donc, il allait en Italie et il achetait tous les invendus. Tout ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre, donc il achetait très peu cher. Et après, il faisait fabriquer des jupes à taille unique, des jupes plissées avec un élastique. Donc, ce qui fait que ça passait du 38 au 52 sans problème. Donc voilà, et après, il a mis des camions. Il avait une quinzaine de camions sur la route. Voilà, des agents commerciaux. Donc là, pareil, c'est pas lui qui portait le financement de la force de vente. Et puis, ça a fonctionné. Voilà, donc ça a été mon premier exemple d'entrepreneur qui a vraiment réussi dans ma famille. D'accord. En plus de ce que tu retrouvais dans l'environnement, que tu lisais un peu, des choses comme ça, quoi. Ah oui, il y a toujours eu, à l'époque, on a été biberonné avec Bernard Tapie. C'est vrai que, bon, voilà, il nous expliquait que tout était possible. Donc c'est vrai, J'ai découvert d'ailleurs dans la série qu'il avait fait une émission de télé où il présentait un peu ça, justement. complètement. Ah ouais, moi, j'étais assez fan. En plus, j'étais un peu biberonné dans le commerce. Il y a eu je me rappelle même plus comment ça s'appelle. C'était les professionnels du marketing. C'était de la vente pyramidale. On avait plein de produits à vendre et on devait coopter des gens et les gens travaillaient pour nous. Donc on avait une équipe. Donc voilà, j'ai été un peu biberonné par cela, même si ça a été
Ça n'a pas duré longtemps. Et après, moi, je suis un sportif. Et donc, l'esprit d'équipe, voilà, on ne peut gagner que si on travaille en équipe. Voilà, tout seul, t'as beau avoir. C'est d'ailleurs, alors tu dis justement que tu es sportif, le foot ça a été un peu une passion pour toi et dans mes recherches, j'ai vu que justement à un moment je crois que c'est ton entraîneur de foot ou le père de ton entraîneur qui t'a dit quelque chose qui t'a marqué. Oui, exactement. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs de foot qui m'ont vraiment éduqué et qui m'ont dit, voilà, on sent que tu as peut-être quelque chose, mais par contre, tu n'y arriveras pas si tu n'as pas de la rigueur, de la résilience, s'il n'y a pas du travail derrière. Donc, ils m'ont un peu remis sur ce chemin-là. Et après, à l'époque, je travaillais en boîte de nuit. Et je travaillais pour le club puisque je vendais tout ce qui était panneaux publicitaires, tout ce qui était publicité pour le club pour lequel je jouais. Et donc j'étais assez fier de moi parce qu'à l'époque je gagnais plus de 10 000 francs par mois, donc j'étais tout jeune. Voilà. Ah bah, à l'époque, moi j'étais le roi du pétrole, hein. Je me disais, ouais, ça y est. Et donc j'avais en fin de compte le père de mon entraîneur qui me coachait pour le commerce puisque lui c'était son métier. Et puis, comme je lui expliquais ce que je faisais, où j'en étais et que j'étais heureux, il m'a juste dit, bah, écoute, tu mérites beaucoup mieux. Et voilà. Et donc cette phrase-là, et je me suis dit, bah oui, il a raison finalement, pourquoi m'arrêter à 10 000. Voilà, donc autant aller à 20 000 demain. Voilà. Ouais, finalement ça t'a enlevé des limites que tu te mettais toi-même finalement. Ouais, j'avançais petit pas et il m'a expliqué que le haut de la pyramide n'était pas aussi loin que ça finalement. Et je me suis dit, bah oui, il a raison. Et donc, ce qui est bien avec le sport, c'est que finalement, le sport, on ne se donne aucune limite. Ouais. À partir du moment où on s'entraîne, mathématiquement, à partir du moment où on travaille, il y a forcément des résultats. Voilà, il y a une progression qui se fait. Alors, elle peut être plus ou moins grande selon la qualité du travail qu'on met dedans, mais c'est mathématique pour un commercial. Si tu fais des rendez-vous, tu auras des ventes. Même si tu n'es pas talentueux, mais les mathématiques nous aident bien. Alors comme j'aime bien les chiffres, j'aime bien la gestion, donc ça me parlait, ça rentrait en moi et je me disais, bah voilà, si je suis rigoureux, si je travaille de manière consciencieuse. Et après, bah, j'ai aussi le côté scolaire, j'ai fait beaucoup de formations pour m'amener à être meilleur que ce que je suis. Ah, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu t'es auto-formé aussi par la suite, au-delà de l'école, par des formations. Quand tu dis des formations, c'est des formations professionnelles ou ça peut être de la lecture, ça peut être. Alors, il y a beaucoup de lectures. Alors, j'adore lire tous les entrepreneurs, tout ce qu'ils font. Voilà, je suis assez, assez énergivore de ce côté-là. Et après, quand j'ai commencé à être dans le réseau des joyaux, le réseau des joyaux était très force de proposition au niveau des formations. Donc, j'ai fait énormément de formations sur les techniques de vente, sur la gestion d'entreprise, sur soi-même, sur comment motiver l'équipe. Donc moi j'étais très, très gourmand de ça. Voilà. Et puis ça me paraissait évident et en plus ça rentrait en moi de manière très facile. Je faisais pas d'efforts particuliers de mémorisation. Ce qu'on m'expliquait, je le comprenais et je me disais, bah oui, ils ont raison, c'est évident. Voilà. Et pour reprendre, donc après ce coup de pouce un peu de ton entraîneur, c'est là où tu pars, s'il me semble, dans les encyclopédies, je crois? Oui, en fin de compte, alors il y a aussi la rencontre avec ma moitié, avec mon amoureuse. C'est à ce moment-là que tu la rencontres? Et ben, à cette époque-là, je travaillais en boîte de nuit et donc et je rencontre donc mon épouse, Ludivine, et je me dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas construire quelque chose avec elle si je continue à travailler en boîte de nuit». C'était un peu compliqué. Et donc je décide d'arrêter la boîte de nuit et je décide de monter un journal qui s'appelle Les Colonnes de l'Info. Parce qu'à l'époque, pour le club de la JSA que je représentais, je vendais de la publicité, mais j'avais aussi fait un petit journal qui s'appelait JSA Info, que je sortais tous les mois. Donc j'allais chercher la publicité, on faisait les articles, et c'était un petit 8 pages, donc on sortait tous les mois, et donc JSA Info. Et je me dis, bah, à ce moment-là, je vais faire ça pour tous les clubs de la Charente. Et donc j'avais décidé, ça s'appelait Les Colonnes de l'Info. Alors, en termes d'esthétique, c'était pas joli parce que c'était un peu comme le Panthéon, quoi. Voilà, quelque D'accord. chose, tu vois, très, très, très ancien. Et en fin de compte, là, j'ai commencé à vendre. Et là, je me suis dit, ça va être trop dur. La pyramide va être trop grande pour moi. Et donc, j'ai pivoté et j'ai pris la première annonce qui vient et c'était vendre des encyclopédies.
Ouais, déjà à ce moment-là, tu étais capable de se dire: «OK, j'arrête ça, je pars sur ça», Oui, tu oui, avais très. déjà un peu cette idée de Eh te dire beh, je m'étais rendu compte que de récupérer les articles, écrire les articles, prendre les photos, et faire ça au niveau de la Charente, je me suis dit: «Waouh, je vais jamais y arriver». Alors que j'avais déjà eu des ventes, quand je proposais le projet, de représenter le club, par exemple, je me rappelle, j'avais attaqué la Couronne, les commerçants étaient OK pour, faire de la pub dedans et donc je savais que ça matchait, mais après j'étais tout seul et j'ai pas eu l'idée à ce moment-là de me dire: «Tiens, il faut que je travaille en équipe». ouais, c'est la mise en place finalement qui était compliquée. Oui, 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 oui. Ah bah, déjà, ne serait-ce que pour faire le GS Info, c'était du sport, hein. Et donc là, Ludivine entre dans ta vie, Oui. et du coup, tu te dis: «J'arrête la boîte de nuit» et tu vends des encyclopédies et alors là, c'est ce que j'ai trouvé, ça a été un très formateur pour toi. Oui, bah, alors pareil, bah, pareil, si on parle de résilience, si on parle d'abnégation, on va dire le lundi matin, d'aller à Chasseneuil, commencer à taper des portes et expliquer à la personne qui t'ouvre que: «Tiens, tu vas acheter une encyclopédie à 10 000 francs, ce lundi matin à 10 heures du matin». Waouh, c'était quelque chose, d'assez fort et c'était surtout très compliqué, tous les jours, il fallait, se reprogrammer le cerveau pour dire: «On tape des portes» parce que tous les jours, on tape 10 portes, mais il y en a 9 qui vous reviennent dans la figure, quoi, voilà et donc alors là aussi, j'ai appris le travail en équipe où là, on a pu, s'aider mutuellement puisque quand on se retrouvait à midi, on avait une chef de groupe, ouais et il y avait des échanges et là, vraiment, tu es dans le dur, voilà, tu es dans le dur. Et c'est d'ailleurs là que tu fais un pivot parce qu'au début, je crois que tu prends beaucoup de noms et tu te rends compte que finalement, tu as peut-être mal ciblé, Eh tes oui. clients. Ben oui, 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 c'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que c'était ceux qui avaient de l'argent qui achetaient des encyclopédies. Et après on m'a expliqué, de me dire: «Non, finalement, c'est l'inverse», et après, en plus, comme quoi j'avais pas bien réfléchi puisque nous, on était une famille de 5 garçons et on avait 2 encyclopédies. Donc les vendeurs d'encyclopédies étaient passés voir ma maman en disant: «Si vous prenez pas les livres, vos fils seront pas talentueux». Voilà, donc j'ai commencé à aller, justement, sur, des revenus plus modestes et là, j'ai commencé à vendre. Ça m'a plu sur le fait que j'avais la capacité de convaincre des gens, d'acheter mon produit. Après très vite, ça m'a pas plu, parce que en fin de compte, on expliquait des mensonges aux gens. On leur disait: «Ben, grâce au livre, votre fils va être intelligent et va réussir, pas comme vous en tant que parent». Ah ouais, Donc c'était on ouais, les appuyait les valeurs que tu transmettais, ouais, ça te plaisait on pas. appuyait sur des ressorts, psychologiques qui étaient pas très sains et voilà donc j'ai arrêté, à ce moment-là, j'avais un ami qui avait une agence, des joyaux, Piscine des Joyaux à Cognac et qui en fin de compte, était en train peut-être, de réfléchir à la fermer parce qu'il avait pas le temps de s'en occuper et donc comme moi je voulais me mettre à mon compte, il m'a proposé d'être agent commercial. D'accord et donc c'est là que tu démarres l'indépendance. Tu avais quel âge à ce moment-là? Et beh, là, j'avais 22 ans, 22 ans. Ah, c'est jeune, hein? Ouais, oui, oui, oui et à ce moment-là, j'avais les moitiés des charges de l'agence, donc la moitié de la secrétaire, la moitié de l'électricité et donc lorsque je vendais, j'avais 15 de commission. D'accord, Voilà. donc avec ces 15 il fallait que tu paies tes charges C'est ça. et qu'en même temps tu te tires un salaire, Non, c'est que ouais. je me sorte un salaire, voilà. Alors moi, ça m'a jamais dérangé parce que, comme j'avais confiance en ma capacité à commercialiser et à vendre, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, voilà, je vais faire de l'argent», ça m'a jamais posé un souci. Voilà, je sais que je peux faire de l'argent à tout moment. Déjà, très jeune, je savais que j'y Tu arriverais. avais cette confiance en toi, Ouais, ouais. ça t'es venu d'où, tu sais? C'est quelque chose que tu as acquis au travers justement de ce que tu as fait avant, pendant le foot, pendant les encyclopédies ou c'est quelque chose que tu avais déjà en toi d'avoir cette confiance un petit peu, Eh beh, je pense que c'était doublé sur le fait de mon envie de réussir. Voilà, c'était limpide pour moi, de réussir et après je pense que, la répétition, le fait de faire des rendez-vous déclenche des ventes. Donc je savais que ça, mathématiquement, ça allait fonctionner. Comme j'avais une formation de comptable, voilà, débit égale crédit, actif égale passif, voilà, ça doit être équilibré, voilà. Donc j'avais des certitudes et puis, après je savais que si je me formais, c'est un peu comme le foot, si tu te formes, si tu fais des stages de perfectionnement, bah, forcément à un moment donné, tu vas être meilleur que ce que tu étais avant. ouais, c'est un peu ce mantra qu'on dit toujours où, le travail bat le talent finalement.
Plus on travaille, plus on s'entraîne, plus on fait, plus à un moment on sera forcément meilleur, même face à quelqu'un qui a un peu cette compétence de manière innée. Complètement, et je le dis même à mon fils aujourd'hui, je dis: «C'est la discipline doit prendre le pas sur la motivation». Tu peux être motivé à faire quelque chose, je peux être motivé à gagner de l'argent, mais si je me lève pas tous les jours à 8 heures et que je fais pas 5 rendez-vous par jour, si j'ai pas cette discipline-là, il y aura pas le résultat au bout. Est-ce que pour toi, dans ton enfance, il y avait un manque d'argent, cette envie justement de gagner de l'argent? Est-ce que ça vient d'un manque? Est-ce que, tu dirais que pas forcément, mais c'était quelque chose qui te plaisait? Enfin, Ah si, ouais, alors nous, oui, nous on était une famille de 5 garçons, une maman divorcée, donc moi je portais les enfants les habits de mes frères. Ouais, oui, si, il y a eu un terreau, si j'ai décidé, mais même aujourd'hui, je dis: «Mais à tout moment je peux faire de l'argent», c'est parce que, il était hors de question que je reste, en bas et que j'ai pas, ce que les autres ont. Voilà, il y avait un vrai challenge de ce côté-là. Mon épouse aussi, et ils sont 5. Nous, on est 5 garçons et c'est 4 filles et 1 garçon. Et eux, pareil, voilà, c'était assez compliqué de leur côté. Donc, on a cette énergie-là et on a cette envie-là. Heu, voilà. donc là, tu démarres cette première aventure entrepreneuriale donc à Desjoyaux, Cognac du coup, mais tu t'arrêtes pas là? Eh beh non, donc je démarre Cognac. Après mon ami, qui m'avait mis le pied à l'étrier, on lui propose d'avoir le magasin de Poitiers, et donc il me propose d'être, agent commercial à Poitiers. Mais là, il me dit: «Tu payes tous les frais d'agence et tu auras 20%». Donc, bah, je dis: «Banco». Que 5 points quand même, c'est pas énorme. Oui, à l'époque, j'étais pas très bon négociateur. J'étais pas très bon négociateur, mais à la rigueur, le challenge me plaisait, il me faisait confiance. Alors, faut pas oublier que lui m'a tout appris, hein, voilà. Il faut savoir que moi, je faisais que vendre de la piscine. Après, lui, il s'occupait de toute la gestion du Le client. SAV, tout ça, c'était lui qui gérait derrière. Voilà, donc Toi, non, tu avais non, vraiment que cette partie vente c'est vraiment, et gestion de l'entité sur place. voilà, exactement. Et donc à Poitiers, là, je passe un autre palier parce qu'à Poitiers, je trouve le magasin, je monte le magasin, je recrute la secrétaire, je recrute les équipes de pause, je fais le marketing. Donc là, vraiment, je m'éclate. Je m'éclate à être un petit chef d'entreprise, mais toujours avec mon mentor, qui m'accompagne. Et en 98, 3 ans après, je lui dis: «Bah, écoute, maintenant je suis à maturité, je veux être mon propre patron», et donc je lui propose de me vendre le magasin de Poitiers. Et donc on se met d'accord sur un prix et donc je deviens concessionnaire des joyaux en 98. Et à cette époque-là, on achète notre première maison et à ce moment-là, on a notre première fille, voilà, donc 98, voilà, et on a eu la première étoile sur le maillot, coupe du monde, Et bah, comment c'est un peu le secteur de la piscine à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tant que particulier, qu'on est un peu dans un boom, dans le sens où tout le monde peut avoir une piscine, ça s'est très démocratisé. À ce moment-là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est facile? Enfin, comment tu jugerais un peu le secteur de Alors ce à début cette d'activité? époque-là, non, on est vraiment sur un secteur en devenir. Des joyaux, quand on a démarré en 92-93, c'était après la guerre du Golfe, donc c'était un peu timide, et la marque n'était pas du tout connue, et la profession de piscinier n'était pas, comment dire, structurée. 98, ça commençait, pour te donner un ordre d'idée, des joyaux commençaient à prendre de l'ampleur parce qu'ils ont commencé à faire de la pub télé en 95. D'accord. Donc déjà, tu avais la première marque qui allait à la télé. Moi, à l'époque, je faisais des campagnes d'affichage 4x3, pour annoncer les portes ouvertes. On faisait beaucoup de salons. J'ai dû faire à un moment donné, 8 week-ends d'affilée entre mi-août et début octobre. Donc je me rappelle, j'avais fait la foire de Chevigny, j'avais fait 2 semaines après la foire de Châtellerault. Après, on avait fait 2 week-ends portes ouvertes. Après, on avait fait Géant Casino et après, on avait fait le salon de l'habitat du Futuroscope. Tu arrives à gérer jeune papa, Et les bah, 800? après, alors on ne peut n'y arriver que si on a une moitié, qui porte Tu tout le payé reste. à côté, ouais. Si Ludivine n'avait pas été là, mais jamais tout cela aurait été possible, tu vois? Elle a tout porté à côté, elle avait confiance en moi, ça aussi parce que tous les projets que je fais, elle me suit toujours, donc c'est vrai que j'ai une chance énorme, et c'est vrai
c'est à deux qu'on y arrive, quoi. Voilà, c'est pas tout seul. Ouais, Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cru à ça, dans le sens où on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui se cache. Je pense que c'est très vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un moment se partager un peu, la vie. Il y en a un qui va aller faire certaines choses et l'autre d'autres choses, et il faut que les 2 se complètent, quoi. Ah, complètement, complètement. Là, on va fêter nos 25 ans de mariage. Jamais on aurait réussi à faire ce qu'on fait ensemble. On est liés, voilà. Et je prends pas de grandes décisions sans son avis. En plus, elle m'équilibre parce que comme je suis un entrepreneur, je suis capable d'être capté par le projet et je peux oublier l'humain qui est en face de moi. Et elle a des antennes et elle va me détecter des choses ou elle va me dire, ben, là, sois vigilant sur ce point-là. Voilà, on est complètement complémentaires. Voilà. Puis 25 ans, c'est beau, bravo! Alors ça fait 32 ans qu'on est ensemble et c'est 25 ans de mariage. Mais nous, on est vraiment sur le 1+1 = 3. Voilà. On est vraiment sur cette addition-là. On se complète parfaitement. On n'est pas ingérants l'un envers l'autre. Elle a travaillé avec toi, Yuline, ou pas Tout du le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu veux dire travailler, elle était salariée, Exactement. des entreprises où tu étais? Elle a été salariée aux Piscines des Joyaux. Voilà. C'était la plus belle assistante des 150 magasins Piscines des Joyaux. Elle était exceptionnelle. Ouais. Et quand j'ai racheté le magasin de Niort, c'est elle qui est montée à Niort pour former les assistantes et faire l'aménagement du magasin. Quand j'ai racheté Orléans, c'est elle aussi qui est montée là-haut. Après Extrabat, elle a démarré avec moi. Elle a fait l'assistance au téléphone. Elle a fait la facturation, toute la gestion administrative. Après, elle a fini RH quand on était une cinquantaine de personnes. Et puis, bon là, après, là, elle me laisse un peu tranquille. Sur ma 3e vie, là, elle me laisse tranquille. Elle prend un peu de recul et elle s'occupe plus d'associations comme France Victime ou l'autisme. Voilà, donc OK. Plus partie dans le domaine associatif, du coup. c'est ça. Voilà, exactement. En tout cas, bravo, hein. On a dans l'épisode précédent, on a interviewé Antoine Navarro, je sais pas si tu connais, et justement on a beaucoup parlé de ça à un moment parce que, bah, lui, c'est pareil, il travaille avec sa sœur, il travaillait avec son père avant sa mère, aujourd'hui il travaille aussi avec sa femme, donc c'est vrai que, tout le monde, ne fait pas ça, et c'est toujours une grande question: est-ce qu'on peut travailler en couple? C'est toujours un peu une question des fois qu'on Ah, se pose. c'est pas simple, parce que moi je suis assez, je peux être pris dans le mouvement et elle va prendre du recul. Donc moi, pris dans le mouvement, je veux qu'on aille vite et elle va dire: «Bon, on va attendre un peu». Donc c'est ces points-là et puis à la maison, il faut essayer d'éviter de ramener tout le travail, autrement ça. C'est pas trop dur? Non, ça allait, moi. Alors au début, j'ai eu du mal. Alors c'était assez insidieux au début parce que je ne parlais pas du travail, mais elle voyait que je pensais au travail. Eh oui. Donc elle me disait: «Décroche un peu». Et je dis: «Mais non, mais je pense pas au travail». Elle tournait la tête comme ça, elle fait: «Oh, dis donc, je te connais un petit chou quand même, voilà». Donc voilà. Et après non, plus les années ont passé, plus je coupe très facilement. Ouais, non, vraiment, j'ai pas de soucis. Et en plus, avec les années d'expérience, et c'est ce que j'ai fait avec Extravat très rapidement, j'ai fait en sorte de ne plus être indispensable. Autant en piscine, je vendais les piscines, je donnais mon portable aux clients, vous m'appelez, il m'appelait pour tout, pour rien, pour une facture, pour du SAV, pour un problème d'eau. Autant Extrabat, je l'ai fait au début et après très vite, j'ai structuré et j'ai dit: «Non, mais c'est pas moi, ah ouais, c'est un tel», voilà. Ouais, Et tu es sorti de l'opérationnel, finalement. exactement, et j'ai fait en sorte que personne soit indispensable chez Extravat. Si on avait notre CTO qui n'était pas là, c'est pas grave, l'équipe pouvait compenser. Si j'ai un formateur qui n'était pas là, les autres formateurs pouvaient prendre le relais. Si j'avais un commercial qui n'était pas là, voilà, personne n'était indispensable et moi non plus. Pourquoi cette recherche stratégique sur Extravat? C'est que tu avais vécu quelque chose qui t'avait montré qu'il fallait éviter ce côté-là, ou Bah, je l'avais lu, beaucoup d'entrepreneurs disent: «Non mais c'est votre produit qui doit se vendre par lui-même. C'est pas vous qui devez vanter votre produit et faire en sorte qu'il se vende». Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu l'intuitu personnel. Il faut éviter que finalement on achète la personne et pas le produit. C'est ça. Après, le problème, c'est que la société a pas de valeur finalement, puisque c'est l'intuitae personae qui prend le dessus. Donc alors que là, on voulait vraiment que ça soit le produit Extravat qui soit au-dessus de tout le monde. Voilà. On a plein d'exemples autour de nous. De toute manière, toutes les bonnes méthodes, toutes les bonnes pratiques, elles sont autour de nous. C'est soit on a envie de les voir ou pas, de pas les voir. Ouais. Voilà, c'est Et donc à ce moment-là, tu fais croître des joyaux, et je crois qu'il t'arrive un peu un coup dur à un moment sur un des points de vente des joyaux que tu as, je crois que c'est sur Niort, où tu as une proposition de rachat,
mais finalement ça se fait pas, c'est un peu compliqué. Ah oui, en fin de compte, c'est quand donc je crée la première version d'Extrabat en 2003. En 2003, j'habite Angoulême et j'ai 3 magasins, Poitiers, Niort et Orléans, plus une entreprise de maçonnerie. Donc en gros, j'ai 40 personnes à gérer, sauf que le point de vente le plus proche est à 100 km et l'autre est à 300 km. Et donc je me dis, il faut que j'ai du reporting de mes équipes, il faut que j'ai une vision de ce qui se passe dans les magasins, mais sans les déranger. Parce que C'est là que tu as cette idée d'Extrabat. et c'est là, voilà, Internet arrive dans les années 2000 et je me dis, ah, finalement, je vais pouvoir mettre en place des outils où je vais pouvoir voir combien on a de contacts entrants, je vais voir les agendas de tous mes collaborateurs, je vais pouvoir voir combien de propositions commerciales on fait, combien il y a de transformations, je vais pouvoir voir le planning, la gestion du SAV, la gestion des contrats entretien. Et donc, j'affine ce produit-là pendant 3-4 ans. Et en 2007, quand l'iPhone sort, je me dis, ça y est, la simplification informatique numérique arrive. Parce que Apple, vraiment, le plus compliqué, a changé la donne. ouais, le plus compliqué, c'est de faire simple. Apple, voilà, ils ont dit, voilà, ils ont réussi. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et ça faisait 15 ans que je faisais de la piscine. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir changer. Là, pareil, c'était mes commerciaux qui faisaient le chiffre d'affaires des magasins de piscine. Donc, je propose à mes 3 commerciaux de racheter les 3 magasins de piscine. Et donc, ça se fait. Sauf, donc, ça se décide au mois d'août, donc très très vite. Sauf qu'il y en a 2 qui se vendent. Et il y en a un que ça traîne. Et au mois d'avril, 8 mois après, il me dit, finalement, non, j'achète pas et je m'en vais. Sauf que je me retrouve, moi, avec un magasin que j'ai complètement abandonné depuis 8 mois, avec plus de trésorerie, une équipe qui est en vrac, parce que il avait mis sa patte, parce que ça faisait 8 mois qu'il tournait, et en fin de compte, plus de chantier. C'est-à-dire que, et là, par contre, ça m'a fait drôle, surtout qu'on avait lancé notre 3e enfant avec mon épouse. Donc, mon épouse était bien avancée, elle devait être à 6 ou 7 mois. Et donc, on se retrouve avec un choc qui est difficile, puisque je lance un autre projet et je me retrouve avec un magasin à la patte que je veux plus gérer. Et donc là, beaucoup d'énergie. Je me rappelle, je me levais à 4h du matin, je faisais 1 heure de vélo tellement j'étais... en fin de compte, j'étais en mode sportif de haut niveau. Je faisais des rendez-vous, j'expliquais aux gens en disant, là, on a peut-être de la chance, j'ai un chantier qui s'est décalé, je peux vous livrer la semaine prochaine. C'est surtout que j'avais pas d'autres chantiers à donner à mes équipes. Donc, j'avais réuni mes équipes en disant, écoutez, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, mais décédez-vous maintenant. Voilà, le magasin, je l'ai remis en place. Et en fin de compte, en 4 mois, hop, on a redressé le magasin. Et j'ai pu réembaucher un commercial qui a racheté 1 an après le magasin. D'accord. Et ça a été chaud. J'ai eu 2 expériences comme ça. Et j'ai eu cette expérience-là. Et j'ai eu l'expérience de mon magasin à Orléans où le vendeur ne m'a pas tout payé. À l'époque, j'ai dit, oh, c'est pas grave. Donc, mon avocat a dit, non, mais n'importe quoi, voilà. Donc en fait, quand tu dis qu'il t'a pas tout payé, c'est qu'il Et te rachète la c'est-à-dire qu'au boutique. au moment de payer, il me dit, ah, mais j'ai un petit souci, je te paierai dans 1 an. Moi, je fais, bon, ok, pas de problème, on se connaissait depuis longtemps. Et finalement, un an plus Mon tard, avocat, alors c'est que j'ai été plus loin, j'ai été un peu plus loin dans la crédulité. C'est que 2-3 ans après, il m'a dit, ah, c'est dur, tu peux pas m'aider. Donc, je l'ai re-aidé. Et donc j'ai augmenté son dû. Et 3 ans après, il m'appelle, il me dit, bon, j'en ai marre, j'arrête. Et là, je dis, ouais, mais je sais plus, je crois qu'à l'époque, ça devait être 240 000 euros. Je dis, oui, mais quand même, tu me dois cette somme-là. Et il me dit, ouais, mais... Et donc, j'ai dû racheter le magasin pour 1 euro. D'accord. Donc, avec mes dettes dedans, plus ses dettes à lui. Donc, et donc, je l'ai remonté en urgence en 1 saison pour remettre un commercial et le revendre derrière. Donc, voilà. Ah ouais, une expérience. Ouais, c'était sportif. Là, c'est vrai que pareil, pour expliquer ça à mon épouse, ça a été chaud puisque finalement, c'était que mes erreurs à moi. Ouais. Donc, et pareil, mon avocat, il me dit, mais voilà, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ce qui t'a permis peut-être après, par la suite, justement, d'éviter des erreurs similaires. C'est ça, on dit souvent que l'expérience, c'est la somme de tous nos échecs. Alors moi, j'ai beaucoup échoué, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, avant de revenir sur Extrabat, on fait toujours un petit jeu dans le plan. On fait un petit portrait chinois. Tu connais le principe? C'est une question et tu dois répondre du tac au tac. Ah, d'accord. Ok. Bon, ok. Si tu étais une innovation,
L'intelligence artificielle. J'étais sûr que tu allais répondre ça. Si tu étais un entrepreneur ou une entrepreneuse très connue? Steve Jobs. Steve Jobs, ouais, passionné d'Apple forcément. Alors bon, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, mais une erreur qui t'a beaucoup appris? Être obtus, alors, tu besoin du contexte ou? Ouais, si. Oui, j'ai créé des magasins secondaires, dans le monde de la piscine et je savais qu'ils fonctionneraient que l'été, mais je me suis dit: «Ça va passer l'hiver» et en fin de compte, je perdais les salariés parce que l'hiver, il y avait personne et donc ils déprimaient et donc j'ai monté 2 magasins secondaires et donc je les ai arrêtés pour ça. Et ça t'a marqué sur le fait, ouais, de te dire: «J'y vais quand même»? Ouais, voilà, ça m'a marqué sur le fait de me dire, c'est pas parce que tu as l'intention, c'est pas parce que toi tu as envie qu'à un moment donné, faut quand même bien, prendre de la hauteur sur les événements, voilà. Un outil dont tu pourrais plus te passer? Mon smartphone, Un mot qui résume ta vision du travail? résilience, Une activité sportive? football. Génial. Merci Anthony. OK, on reprend un peu donc, on a vu un peu ce parcours chez Desjoyaux et chez Desjoyaux donc c'est à ce moment-là que tu crées, donc tu nous l'as dit en 2003, Extrabat. Donc, comment ça devient un peu cette envie de partir sur j'ai envie de dire un logiciel? Alors, en fin de compte, toujours l'idée de la performance. En 2003, il y a eu la canicule, en 2003 et donc en 2003, le marché de la piscine commençait à exploser et j'avais 4 équipes de pause et cette année, en 2003, on a fait 152 piscines. Ce qui est énorme. Alors c'est énorme, aujourd'hui un gros magasin de piscine quand il fait 100, 120, 110 piscines, on dit: «Il est énorme». En 2003, je faisais 152 piscines parce que j'avais optimisé la gestion, mais j'étais un stacanoviste de l'organisation. C'est-à-dire que, tous les agendas, de mes co-traitants et de mes salariés étaient en ligne. Le principe, c'est que si la case était vide, on pouvait remplir. Lorsque j'étais chez un client pour vendre une piscine, je planifiais déjà le chantier alors que j'avais même pas signé le bon de commande. Et donc je disais au client: voyez, on fera le terrassement tel jour, on fera le montage le lendemain, le coulage le surlendemain, on fera le remblaiement 3 semaines après». Ce qui commercialement quand même est très fort parce que du coup, il se projette dans l'idée qu'il a sa piscine et comment ça va se passer. Donc en plus, ça t'aidait aussi dans la vente. Exactement et puis à cette époque-là aussi, on était 3 commerciaux donc par commercial faire 50 piscines, c'était pas si énorme que ça. Mais vraiment, mon projet, mon kiff, c'était de tout optimiser, tout organiser. On planifiait par exemple les semaines sur 4 jours et demi. On avait toujours une demi-journée, pour les urgences parce que, une toupie à béton n'avait pas pu être là à l'heure. On n'avait pas pu, faire le terrassement dans son entièreté, le jour même. La pose des margelles, on n'avait pas pu faire les joints. Nous, on a ça aussi aujourd'hui à l'agence. Tous les collaborateurs ont ce qu'on appelle des soupapes sur leur agenda. C'est pour au cas où s'il y a une urgence ou peut-être un petit devis qu'on a fait rapidement et qu'il faut qu'on cale là. Ouais, on a ça Exactement. aussi, ouais. Et au niveau des co-traitants, ce que je faisais pas avec les salariés, mais les co-traitants, ils avaient une autre contrainte, parce qu'en même temps, j'avais mis une norme NF Service. J'avais mis une contrainte, c'est que si on n'avait pas tout fini le vendredi, le samedi, on bousculait pas le planning de la semaine d'après, ils travaillaient le samedi matin. D'accord. Donc vraiment, il y avait une organisation qui était faite pour la performance. Si on fait le parallèle avec le sport, on voit les sportifs de haut niveau, ils font beaucoup de matchs parce que leurs entraînements sont optimisés. Là, j'entendais dernièrement que les siestes étaient organisées et timées. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas dormir plus de 40 minutes ou 45 Tu minutes. sais que moi qui viens du monde du sport, du coup à l'origine dans mon parcours entrepreneurial, ça c'est quelque chose que je fais encore beaucoup. Les siestes sont limitées. Je fais des siestes de 18 minutes parce qu'il y a une étude qui était parue où pour optimiser la sieste, ça a été étudié sur les camionneurs. Et les camionneurs ont des techniques de sieste vraiment poussées pour justement optimiser leur trajet. Et donc ils font des siestes, ils prennent un café. Tout de suite après, ils se mettent en mode sieste, ils font 18 minutes et au bout de 18 minutes, ils ont un réveil et ils repartent. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Et du moins, moi, j'y crois beaucoup à toute cette organisation et puis l'optimisation de la performance. C'est-à-dire de mettre les gens dans les meilleures conditions. Je me rappelle quand on a mis la norme NF Service, donc on a mis cette norme-là. Je sais par exemple, à l'époque, le poseur des margelles, on lui a mis une deuxième disqueuse dans son camion, au cas où la première tombe en panne et qu'il puisse continuer à travailler. On avait fait en sorte que s'il tombait en panne, ils appelaient une société de location et on avait tout de suite un camion. On essaie d'anticiper tout ce qui peut arriver, toutes les problématiques pour que justement derrière ça change. Et on avait mis à l'époque, pour justement que les gens soient impliqués,
on avait des documents de travail sur le chantier où chaque opérateur devait checker son travail. Par exemple, celui qui faisait le terrassement, il devait checker s'il avait bien respecté les longueurs, les largeurs, les diagonales. Il devait dire s'il avait bien nettoyé le chantier, s'il avait mis la rubalise pour protéger le chantier, si la route était propre, puisque les camions souvent, et si le client était satisfait de la prestation. Et ça, c'était signé par l'opérateur et par le client. Donc on avait Ouais, tu avais même mis un contrôle qualité. exactement. Oui, ben oui, parce que de toute manière, la performance va pas avec la qualité. Ouais, c'est la qualité et la performance sont deux alliés. Et donc, comment te vient cette idée de te dire: «Je vais faire un logiciel qui va» et c'est là où tu te dis: «Je vais faire un logiciel qui va regrouper tout ça finalement»? C'est ça, oui. Même moi, je sais pas pourquoi. Ben, en fin de compte, il me fallait un outil numérique et je ne supportais plus Excel et je ne supportais plus les agendas papier, je ne supportais plus les post-it. Tu voulais tout regrouper finalement? Voilà, exactement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je voyais Internet arriver, et je me disais, mais c'est là-dedans que ça doit être. Voilà. On faisait beaucoup de salons. À l'époque, les salons, on imprimait les agendas papier. On prenait rendez-vous avec un client et quand on avait pris rendez-vous, on appelait le bureau en disant, me mets pas un rendez-vous là, j'ai pris. Voilà. Je disais, non, mais c'est la préhistoire. Ah mais c'était fou de croire déjà en internet, parce qu'on est au tout début d'internet, hein, on est au début de la bulle, voilà, on sortait du Minitel, donc fallait y croire quand même, de se dire que demain ça allait être l'avenir et que, qu'est-ce qui t'a fait y croire? C'est quelque chose que tu as lu, c'est quelque chose que tu as vu ou c'est juste une croyance en toi? C'est une certitude. Je l'explique pas plus. Un peu comme l'IA aujourd'hui où je me dis, il va se passer des choses. Je sais pas quoi. Voilà, je sais pas quoi, mais je veux en faire partie. Je veux faire partie du game. Voilà, et je me disais, je veux pas passer à côté. Je savais que j'allais prendre sûrement des chemins qui mèneraient à rien. Voilà, un peu comme l'IA, là, aujourd'hui, j'ai 6 produits sur l'IA et je suis sûr qu'il y en a peut-être qu'un qui fonctionnera au bout du bout. Mais j'y vais quand même. Je me dis, Oui, c'est pour toi, c'est l'avenir. ouais, ça fait partie de mon projet, ça fait partie de mon chemin, ça fait partie un chemin de croix des fois, mais ça fait partie du chemin. Et donc alors Extrabat, ce qui était, assez, aussi un sacré pari, c'est que tu internalises la création d'Extrabat en prenant un développeur. Oui, oui, oui. Alors les 3 premières années, en 2003, je sous-traite puisque j'ai pas de société informatique et puis là, je fais tourner mes magasins, donc je sous-traite et donc il s'appelle Bertrand, le génie qui a démarré le début d'Extravat et donc je propose à Bertrand qu'on s'associe, pour monter une société, voilà et Bertrand, c'est un développeur qui est talentueux mais qui avait pas envie, d'être associé. On est toujours en relation ensemble, hein, on se parle toujours et on va peut-être même faire un projet ensemble. Peut-être, ouais, tu vois, 25 ans après, on va peut-être en faire un, du moins 22 ans après. Et en fin de compte, là, pareil, j'avais un salarié que j'avais embauché en tant que comptable et qu'après, j'ai fait évoluer au magasin de piscine et qui, entre-temps, avait fait une formation de développeur. Donc, parce que c'était Internet et ça l'animait, ça le passionnait. Et donc, on en parle ensemble et il me dit, oh, moi, je serais capable de refaire, parce qu'il fallait réécrire le programme, et de l'améliorer, de le maintenir. Et là, je me dis, ok, on y va. Voilà. Et donc là, naît le premier un peu CRM logiciel de gestion de piscinistes. C'est ça, voilà. Donc on décide de se consacrer qu'à la piscine, parce que c'est l'univers. Au début, la première version du logiciel, elle était trop tournée vers mon organisation. Donc il n'y avait pas de paramétrable. Donc il a fallu ouvrir pour que chacun puisse l'adapter à sa manière de fonctionner. Et on va dire en 2010, on a une version qui commence à avoir de l'allure. Et on fait le premier salon de la piscine, le salon à Lyon, là où ça regroupe tous les pisciniers. Et on est récompensé dans la catégorie top 100. On est lauréat du top 100 des nouveaux produits. D'accord. Et là, ça plaît tout de suite aux piscinistes? Enfin, t'as un succès ou... Alors, on sent qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur le stand. Tout le monde est assez attiré. Par contre, tout le monde est en train de me dire oui, mais moi, je fais comme ça. Et est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça, mais par contre vous parlez de mobilité, mais on est en 2G, donc est-ce que ça va passer? Moi je suis dans une zone blanche et puis j'avais l'autre contrainte, oui mais le logiciel, est-ce qu'il est sur mon serveur? Ah non, il n'est pas sur mon serveur. Ah oui, mais ça me plaît pas. Voilà, donc oui, ça plaît, mais par contre il y a des freins de compétition là. Il y a vraiment et après je décide d'aller voir les réseaux de pisciniers comme des Joyaux, comme Carré Bleu, comme Esprit Piscine. Sauf que lorsque je vais voir les DSI, je vois bien dans leur regard qu'ils disent ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait le petit gars,
mais finalement, si je demande On peut peut-être le à faire en mon copain, on interne. peut peut-être le faire en interne. Et je vois ça dans les yeux et je fais: «Ah mince». Et après, j'avais un autre défi, c'est que les gens me disaient: «Bah, tu as peut-être été un bon piscinier, mais tu seras peut-être un piètre informaticien». Eh oui. Oui, parce que c'est pas ton métier. Ah, c'est pas du tout mon métier. Et puis internet arrive et puis c'est surtout, ils me disent: «Mais qui nous dit que tu vas durer dans le temps?» Donc il y avait, au début, oui, ça a l'air d'être bien, mais par contre, il y a beaucoup de feux rouges. D'accord. Là, à ce moment-là, tu avais vendu tes magasins, tous. Du coup, comment tu fais? Enfin, tu vis sur la vente de tes magasins? C'est ça, ouais, complètement. En fin de compte, donc là, pareil, je peux pas aller voir un banquier pour dire, j'ai un logiciel, et cetera, Surtout à cette époque, en plus. ouais, surtout à cette époque. Aujourd'hui encore, pourquoi pas, mais à cette époque, Ouais, voilà. Et donc j'autofinance avec la vente et pour tout te dire, le premier salaire que je me suis donné avec Extravat, c'est en 2015. Donc ça faisait 2007, ça faisait 8 ans. C'est-à-dire que, jusqu'à 2015, on va dire Extravat me payait juste mes frais de repas et mes frais d'essence. comment lui t'accompagne à ce moment-là? Elle est pas inquiète? Et beh, alors c'est là où elle est merveilleuse parce que, bah, elle a confiance en moi. Voilà. D'accord. Elle me dit, je lui dis: «Non mais ça va le faire, ça va passer», voilà. Chaque vente que je fais, le problème c'est que c'est une vente par abonnement. Donc à l'époque, pareil, c'est assez novateur puisqu'à l'époque les logiciels tu les achètes. Tu achètes ton logiciel de gestion, tu achètes ça 10 000 francs, mais il est à toi à vie. Et les maintenances, tu es pas obligé de les prendre ou pas. Et moi je décide de vendre un abonnement, mais je vends 55 € par mois. Donc au début, c'est la première version d'Extravat. C'est-à-dire que quand je rentre un nouveau client, je rentre 55 €. Et oui, mais c'est l'accumulation des clients qui va faire, Donc c'est pour ça qu'au début, il y a une inertie qui est énorme. Mais par contre, chaque fois que je rentre des nouveaux clients, je me dis: «Ah, c'est bien, ça va venir, ça va être profitable l'année d'après». oui, puis tu as peut-être aussi un bouche-à-oreille qui se crée, non, au fur et à mesure? Petit à petit, les gens disent: «Ah bah, c'est bien». Petit à petit, on travaille un peu la communication. Après, bah, là, ce qui a fait l'élément déclencheur, c'est quand j'ai eu le premier réseau qui s'appelle Magiline, qui a donné son accord pour que j'équipe tout son réseau. Et là, c'est bien parce que je fais 30, 40, 50 ventes d'un seul coup. Et donc là, ça devient très intéressant. Et à quel moment tu te dis: «Finalement, je vais pas me limiter aux piscinistes»? Et alors, ça s'est fait par le biais de rencontres. J'avais un ami qui était paysagiste sur Poitiers, qui voyait mon logiciel grandir et qui me dit: «Écoute, il n'est pas adapté à mon métier, mais par contre, je vais peut-être quand même m'en servir». Donc, je l'équipe et lui, il me dit: «Mais moi, je vais vendre mon magasin et si tu veux, je m'occupe de la version paysagiste». Et c'est comme ça qu'a démarré le fait de pivoter et d'aller sur d'autres métiers. Et pareil, j'ai un ami qui était dans la cheminée et après, on a fait une version cheministe. Donc, chaque fois, c'est des rencontres. D'accord. Avec ces rencontres, finalement, tu ouvres à chaque fois sur le secteur en question pour finir finalement sur le bâtiment dans sa globalité. Exactement. Voilà, globalement, ça reste quand même, ça reste toujours un CRM, c'est avec des prospects, ça reste toujours de la gestion commerciale, ça reste toujours de l'organisation du planning. C'est un peu des fonctionnalités qui sont transverses même à tous les métiers. Je sais que j'avais été beaucoup, à un moment donné, vers les boîtes de marketing. Parce que je me disais: «Ah non, mais je vais les intéresser». Et c'était assez marrant et j'ai très vite arrêté parce que vous avez une appétence pour le détail. Il faut que ça soit très soigneux, très joli, très esthétique. Et nous, c'était fait par des devs. Donc, Oui, c'est vrai que forcément dans le marketing, on a tendance à regarder le beau alors vous que voyez vous vos regardez- yeux pleurer de sang et on disait: «Non, ça marchera pas». Ah, c'est le côté créatif, ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais je comprends en plus après. Et du coup, donc Extrabat, avant la vente, au plus haut, c'est quoi en termes de nombre de personnes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients? On était 42 personnes. On avait des revendeurs, c'était à peu près une vingtaine de personnes parce qu'on avait Nantes, Dans les 40 ou à part à part en Ouais, plus. donc Ouais. 40 personnes en interne. Voilà, Et une vingtaine de revendeurs. en externalisé. Nous, on tournait aux alentours des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était plus de 4500 clients en récurrent. On avait un taux de churn, un taux de désabonnement qui était très bas, qui était à 2,8, donc qui était vraiment très très bas. Donc on avait vraiment, on captait bien. On avait 40% de notre chiffre d'affaires qui était lié au bouche à oreille. Ce qui est énorme parce que ça veut dire que ça plaît et que les gens en parlent. Exactement. Et dans le monde de la piscine, on équipait 34 réseaux sur 36. Mais les 2 réseaux qu'on n'équipait pas, c'était des réseaux qui faisaient du retail. Donc ils avaient des logiciels de retail. Voilà. Donc vraiment, on était vraiment leader. Il était traduit en espagnol, il était traduit en allemand.
Tu avais commencé un petit peu à internationaliser. L'idée, c'était de partir un peu dans d'autres pays? C'est ça, j'avais mon partenaire de Perpignan qui avait une agence à Valence. Et donc, on a fait la version espagnole avec lui. Donc, on l'a co-construite ensemble. Et après, l'Allemagne, l'Allemagne, c'est le deuxième marché européen ou le troisième marché européen. J'hésite entre l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, je me disais qu'il fallait qu'on s'internationalise. Voilà, donc on a embauché une ressource en interne et on est parti en Allemagne. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu les contacts avec Craview après qu'on a commencé à discuter. Comment ça se passe un petit peu? Alors ça, c'est vrai que c'est un gros point pour toi. Aujourd'hui, tu as vendu Extrabat. C'est eux qui sont rentrés en contact avec toi? Enfin, comment ça a démarré cette idée de vendre? Parce que tu es quand même sur, quelque chose qui croît, c'est plutôt confortable. Est-ce qu'on a vraiment envie de vendre à un moment? Enfin, comment ça vient? C'est encore ma moitié. C'est que ma moitié, on avait fait 15 ans en piscine, on en était à 15 ans d'Extrabat et elle a voulu décrocher. Et donc elle était plus là. Voilà, donc les journées étaient moins sympas. Et effectivement, j'avais pas la vocation de vouloir vendre parce que ça fonctionnait très bien. Voilà, on était en mode confort. Et après, l'international, ça devenait compliqué à gérer parce qu'il y avait la barrière de la langue, il y avait, on n'était pas sur place. Et donc, Craview m'a contacté pour acheter Extrabat. Et moi, je les ai contactés pour dire, moi, ça m'intéresse pour l'Allemagne. Et petit à petit, entre leur velléité à eux à vouloir acheter l'ensemble de l'entreprise, plus mon épouse qui avait décroché, plus le fait de se dire on va écrire un troisième livre, on va refaire 15 ans dans d'autres univers. Voilà, donc tout ça cumulé a fait que la décision a basculé tranquillement. Pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, pour les gens qui nous écoutent, Craftview, c'est combien de personnes, combien de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est plus de 400 personnes. Craview, après en chiffre d'affaires, je sais pas trop. Donc on est vraiment un peu, pour toi, c'était un mastodonte à l'époque, qui te dit je vais te racheter. Ouais, c'est une belle boîte. Alors, c'est pas une grosse boîte parce que 400 personnes, c'est pas non plus. Mais par contre, ils avaient un projet d'être le leader européen dans les logiciels de gestion du monde du bâtiment. Et donc, dans leur portefeuille, ils avaient que des logiciels spécialisés, un peu comme Extrabat. Ils avaient un logiciel pour les charpentiers. Ils avaient un logiciel pour les paysagistes en Allemagne. Là, ils prenaient Extrabat. Là, ils ont pris un logiciel en France aussi pour spécialiser dans les CERFA, pour les climaticiens. Ils étaient très verticalisés. Donc, leur stratégie était bonne. Ils avaient les moyens financiers. Ils voulaient faire de la croissance externe pour que Extrabat porte vraiment la France. Et ils allaient embaucher plus de monde. Donc, en fin de compte, moi, j'étais arrivé aussi un peu à mes limites. Parce que j'avais très peu de managers, moi. Donc, j'étais dans un management très transverse, ce qui fait que tout le monde pouvait me solliciter à tout moment. Donc, c'est très bien, sauf qu'à la fin de mes journées, moi, je me disais, j'ai rien fait, moi. Parce que j'étais sans cesse sollicité, et voilà. Alors que là, c'est un grand groupe qui, eux, ils ont mis des managers partout. Donc, et ils fonctionnent avec des réunions, des tableaux Excel. Et comment ça se passe un petit peu? Donc aujourd'hui, il y a quelques temps, Craftview te dit voilà, on va racheter l'ensemble, tout ça. C'est comment, enfin, est-ce que c'est une période de stress? Est-ce que c'est stressant une vente d'entreprise? Comment ça se passe? Moi, j'ai racheté une boîte, donc j'ai un peu vu de l'autre côté en tant qu'acheteur. Mais comment ça se passe? J'imagine qu'il y a tout un tas de process, de protocoles. Ouais, alors ça a été assez long et ça a duré. Alors entre le premier, on s'est contacté en janvier et la vente s'est faite en décembre. Donc ça a presque mis un an. Et deux, trois fois, on s'est séparés, pas bons amis, parce qu'on n'était pas d'accord. Et chaque fois, on est revenu l'un et l'autre. Chacun a fait des concessions. C'est assez long parce que c'est un process, il faut vraiment ouvrir très grand tous les placards et toute la société, donner tous les chiffres. Voilà, donc le processus n'était pas compliqué. T'as pas peur quand tu livres comme ça toutes les informations d'une société de te dire ah mince, peut-être qu'à la fin ils vont pas racheter et puis. Ah oui, on a eu un peu. Alors mes conseils ont eu cette peur-là. Moi je l'ai pas eu parce que je me suis dit. Moi je suis allé les chercher à la force du poignet, les réseaux. À la fin, on travaillait avec plus de 56 réseaux avec Extrabat. Il y avait les réseaux de pisciniers, mais les réseaux de cheministes, les réseaux de climaticiens. Je suis allé les chercher à la force du poignet.
c'est des relations qui sont très longues à mettre en place. Il faut beaucoup de confiance. Même s'ils avaient mon fichier, je leur souhaitais bon courage, hein, voilà. Et en plus, Extravat, on a toujours gardé notre ADN. Un logiciel très complet, mais économiquement très accessible. On est le free du logiciel. Tu me disais le prix du logiciel, ouais. Donc à un moment donné, je leur souhaite bon courage à ceux qui veulent refaire ce qu'on a fait au même prix. Tu crois que ce serait possible aujourd'hui? Non. Non, ça demande trop d'efforts. Même moi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais je le referai pas. Je me dis, voilà. Et donc du coup dans cette vente, est-ce que toi en tant que, est-ce que tu participes juste aux négociations? Tu as des conseils qui gèrent? Enfin, comment ça se passe un petit peu? Ouais, il y a beaucoup de réunions. Alors j'ai mon assistante qui est restée avec moi, qui est là depuis 25 ans avec moi, qui elle est très organisée. Donc automatiquement, tout ce qu'il nous demandait dans la foulée, il l'avait très rapidement. Donc de ce côté-là, de ce côté administratif, on a été vraiment très calé. Du côté commercial, on s'est mis très d'accord rapidement sur le prix de vente. Ça n'a pas été un sujet. Et après, ça a été plus les avocats qu'on cherchait des choses un peu plus compliquées, parce que eux, ils avaient des avocats spécialisés dans chaque thématique. À un moment donné, on a eu un avocat spécialisé sur le code source. On a perdu 2 mois parce qu'on était sur une notion de copyleft et ça a été très compliqué. Voilà, ça a été des discussions qui étaient stériles, mais qui ont eu besoin d'être mis sur la table. Voilà, et donc on fait perdre du temps. Quand tu vends une boîte comme ça, tu as eu envie de quoi juste après la vente? Tu as eu envie d'un break? Tu avais envie de repartir tout de suite? Tu as pris un break? Quand j'ai cédé au mois de décembre, j'avais 3 mois d'accompagnement. D'accord. Donc 3 mois d'accompagnement, et en plus on avait un challenge, on avait ce qu'on appelle un earn-out, une vente à un prix complémentaire en fonction d'un objectif de chiffre d'affaires. Comme le bilan s'arrêtait en fin mars, donc voilà. Je ne l'ai pas complètement atteint parce que finalement ils m'ont beaucoup sollicité pendant ces 3 mois entre les réunions. Ouais, donc finalement tu étais pas trop dans la boîte, donc Voilà, mais c'est pas grave. Et après, au 1er avril, non, j'étais content, content simplement. Mais derrière, on a enchaîné des projets. d'accord, tu Après, t'es non. pas arrêté? Non, du tout. Non, du tout. Je dois arrêter. On va dire, si je travaille le matin et je travaille pas l'après-midi. Donc si, voilà, si, je me suis arrêté. Voilà, je suis en mi-temps. En mi-temps thérapeutique. Et donc c'est là où tu te dis, tiens, je vais partir un peu sur l'IA, du Oui. coup. Oui, bah, alors, l'IA, je l'avais déjà en ligne de mire, mais le quotidien d'Extravat m'empêchait de créer des produits. T'as pas eu envie d'intégrer l'IA Extravat? Parce qu'on en parlait déjà un petit peu avant la vente. Ben, si j'avais pas vendu Extrabat, je l'aurais intégré. Oui, je l'aurais intégré, oui. En plus, j'avais déjà des idées assez simples pour l'intégrer de manière assez rapide, parce que l'idée, c'est de trouver des cas d'usage qui soient pas trop compliqués. Tu vois, ça peut être la rédaction de mails automatiques, la rédaction de mails de mise en introduction avec un prospect, des relances. Voilà, tu peux mettre un peu d'IA, des prompts qui sont assez pratiques pour pouvoir aider tes collaborateurs. J'aurais fait des formations IA dans l'entreprise. J'aurais demandé à l'entreprise de trouver les cas d'usage. J'aurais mis un callbot direct pour l'assistance. C'est-à-dire, t'appelles le dimanche, voilà, on a une telle base de connaissances, parce que c'est toujours les mêmes questions. Comment je crée un compte utilisateur? Je dois créer un nouvel exercice comptable. Donc un callbot répond très facilement là. Et donc tu te limites pas à l'IA, parce que je sais aussi que tu as investi notamment par exemple dans Osae, Oui. dans les graviers. Donc toujours un peu secteur bâtiment, IA. Enfin, comment tu gères un peu ces investissements? C'est quoi ta stratégie? Là, voilà, la stratégie, donc comme c'est notre 3e livre, en fin de compte, j'ai eu une cinquantaine de salariés en piscine, et pareil avec Extravat. Et moi, j'arrive à mon seuil de compétences. C'est-à-dire, à partir de 40-50, je vois bien que j'atteins mes limites de mon fonctionnement. Et là, pour cette 3e vie, je me suis dit que je serai qu'avec des associés. D'accord. Donc en fin de compte, comme maintenant j'arrive à un certain âge et qu'il y a des gens que je connais depuis 20-25 ans, je sais avec qui je peux aller à la guerre. Donc chaque fois, par exemple pour Osae, mon ami Laurent, il avait plusieurs projets. Soit il continuait ce qu'il faisait, soit il avait un projet de se mettre à son compte. Et puis il m'en parle et je lui dis, écoute, moi ça fait au moins 6-7 ans que je me dis qu'il faut qu'on fasse du caillou sur Angoulême. Voilà, je sais que ça va marcher, etc. Voilà. Et je lui dis ça, et je lui dis, bah, si ça t'intéresse, on peut créer une société ensemble. Moi je suis sponsor, je m'occupe du marketing, de la franchise, et puis après toi tu t'occupes de l'opérationnel.
Et donc il m'a rappelé le lendemain matin, il me dit bah, ok, on y va. Voilà. Génial. Donc moi Donc aujourd'hui, que des associés. voilà, que des associés. Voilà, Isia, on est des associés, il n'y a pas de salariés. Moody, on n'est que des associés, il n'y a pas de salariés. Bloomcare, alors il y a Bloomcare et Renalto où j'investis. Donc c'est déjà des sociétés existantes qui fonctionnent déjà. Mais là, j'investis. Et par contre, je rentre au comité stratégique. Donc, Là, c'est sur des IA, hein. Les 4 que tu viens de citer, on est sur voilà, l'IA. c'est ça. Il y en a une, c'est une IA sur la relation client, le sentiment client, pardon. C'est-à-dire quand voilà, c'est Moody, on récupère tout ce qui se dit sur TikTok, les réseaux sociaux et toutes les plateformes. Renalto, c'est pour un artisan du bâtiment. Je veux rénover cette pièce. Je sors, je dis fais-moi un devis. La pièce fait 25 mètres carrés, il faut enlever la tapisserie, il faut enlever la moquette, refais-moi une sous-couche, 2 couches de peinture et le devis se fait automatiquement. Automatiquement. Génial, ça pour l'artisan, du coup, il gagne un temps faramineux. Exactement, et puis l'outil est force de proposition. Bloomcare, c'est aussi très bien fait, c'est pour les sociétés de maisons et services parce qu'eux, ils perdent 6% de leur chiffre d'affaires parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui est absente, soit parce qu'elle est malade, soit elle a mal au dos, parce que c'est souvent des sociétés ménage, entretien, espace vert. Et donc, eux, ils planifient automatiquement en fonction du type du contrat, de là où habite la personne, de là où part la personne, des compétences que demande le client, des compétences que la personne est capable de faire, et déprogramme des gens et reprogramme d'autres. Et ça envoie les messages automatiquement. Voilà, donc c'est des cas d'usage très précis, mais qui apportent. Et Isia, c'est l'IA documentaire. Là, par exemple, pour le monde de la piscine, on va gérer les 180 documentations techniques des 180 fabricants. Donc les techniciens piscine auront une IA comme ChatGPT et ils pourront poser n'importe quelle question et on va leur donner la réponse avec la documentation Avec la associée. documentation Voilà. associée. D'accord. Ils peuvent même taper le numéro de série, on va leur donner la documentation associée et ils peuvent poser les questions. Et comme tu disais donc au début de cette interview, tu disais tu sais qu'il y en a où ça va pas fonctionner finalement. Oui, alors c'est parce que je suis toujours dans les statistiques. On sait qu'il n'y a que 1 ou 2 projets sur 10 qui marchent, donc je vois pas pourquoi je ne serais pas dans les statistiques. Ouais, donc finalement, ta stratégie aujourd'hui, c'est un peu un investissement, un peu comme tu faisais dans le commerce, c'est-à-dire que finalement, plus t'en fais, plus techniquement t'en auras qui vont fonctionner. C'est ça, et puis je suis peut-être pas à l'abri d'un succès, peut-être que je passerai à 3-4 sur 10, tu sais. J'ai un peu l'objectif caché de me dire: «Ah, je vais peut-être faire un petit peu plus». Comment aujourd'hui tu vis un peu, j'ai envie de dire, comment tu gères ta vie maintenant? C'est-à-dire, tu m'as dit, voilà, je bosse que le matin, plus l'après-midi. Aujourd'hui, un peu, c'est quoi ta journée type, quoi? Journée type, je me lève, parce que j'emmène toujours mon adolescent au lycée, donc voilà, je l'emmène pour 8 heures et puis après, j'ai soit des réunions ou soit je réfléchis à des produits ou soit je regarde, des nouvelles. Voilà, beaucoup d'articles ou de livres, et après l'après-midi, non, l'après-midi c'est détente et sport. Et sport. Tu fais toujours autant de sport? Oui, je joue toujours avec les anciens d'Angoulême au foot. C'est de plus en plus dur, mais je m'insiste. Et puis, je me suis un peu passionné pour le padel. Donc, je trouve que c'est vraiment assez ludique, voilà. Et j'ai pris aussi une licence de pétanque. Mais bon, ça après. Ah OK, on est complètement à part. Là, on est complètement à part. Après, voilà, c'est vraiment les extrêmes. D'accord. Aujourd'hui, à quelqu'un qui se lance, un jeune entrepreneur, tu lui dirais quoi? D'y croire, d'essayer de bien prendre de la hauteur. J'appelle ça souvent, moi, le 360, de bien tourner autour de son projet, de le regarder sous différents angles. Surtout d'en parler le plus possible à son environnement et à des amis. Moi, je sais que Extravat, quand j'en ai parlé au début, mes meilleurs amis m'ont dit: «Mais tu vas te planter, ça va pas marcher, pourquoi tu fais ça?» Voilà, donc c'est pas grave, voilà, et ça fait partie du jeu et c'est même fédérateur. Moi, ça m'a Après, il piqué y un a peu beaucoup mon de gens orgueil. aussi, des fois, qui ont peur un peu de se faire piquer l'idée. Alors, moi j'avais lu un livre sur l'entrepreneuriat où il disait: «Faites-vous voler l'idée», qui justement faut en parler et au contraire, si c'est une bonne idée, quelqu'un essaiera. Donc, De toute voilà. manière, ça demande tellement d'énergie de porter un projet, de le façonner, de le nurturer, tu vois? C'est de l'éduquer, de le faire grandir, tu vois? Ça demande tellement d'énergie que c'est pas donné à tout le monde et même s'il y a des gens qui, lorsqu'on leur dit, on voit, ils ont les yeux qui brillent, qui disent: «Ah mais c'est super!» Et comme s'ils avaient envie de le faire, mais c'est après, ils se disent: «Ah!»
Voilà, c'est une montagne, hein, qui se présente devant. Je vois tous les projets qu'on fait, alors que je suis dans le métier, quand je vois le temps que ça prend, quand je vois les budgets financiers que ça prend, alors que c'est de l'IA qu'on dit ça va vite et c'est pas cher, c'est antinomique, quoi. Voilà, c'est tout ce que je fais alors que je suis du métier, ça prend du temps et c'est cher. Et c'est de l'IA, alors que dans l'esprit commun Pour des toi, gens. c'est dur de se lancer dans l'IA aujourd'hui. Pour toi, un jeune qui se dit tiens, vas-y, je fonce dans l'IA, c'est l'avenir, c'est tout ça. Tu crois que c'est possible pour un jeune de Alors, réussir oui, c'est possible, faut qu'il identifie le cas d'usage. Voilà, faut pas. L'IA, c'est comme Internet dans les années 2000. On disait, bah, tu fais quoi? Je fais Internet. C'est flou, ça veut tout dire et rien dire. Par contre, de trouver un cas d'usage très précis qui va régler des problématiques et de se dire, j'ai une expérience, j'ai une expertise, je suis reconnu dans cet univers-là et je vais m'intéresser à l'IA, vas-y, fonce, fonce, ça va marcher. Mais faut être là, devant l'informatique ou l'IA, elle est là pour résoudre des problèmes. Voilà, tu prends Isia, nous les pisciniers disaient, j'ai pas le temps de gérer toutes les documentations, je fais de la rénovation de piscine, je peux pas avoir les docs de tous les fournisseurs. Et de l'autre côté, on avait les fournisseurs qui disent, bah, nous en support niveau 1, en saison de piscine, on n'en peut plus, parce qu'ils nous appellent pour dire c'est quoi le code 22 de la pompe à chaleur. Le code erreur, voilà. Et les gars du support, ils disent, mais quelle valeur j'ai à répondre, de dire c'est un problème d'une sonde, quoi. Eh oui, c'est une perte de temps. Voilà, et en gros, tout le monde. Et là, on dit, bah, on fait une IA documentaire, tu parles en mode vocal, j'ai un code 22, on donne l'information, on donne la page de la documentation. Voilà, là, si je contacte le support, c'est parce que j'ai déjà une réponse et que je suis à un niveau 2. Et là, les gars du support, ils disent, ah bah là, j'ai de la valeur parce que, ah oui, dans ce cas précis, il faut faire différemment. Oui, ils apportent l'expérience finalement, là après Exactement. redonnée à Alors que l'humain. quand ils font le répondeur et qu'ils disent, ouais, 22, c'est un problème de sonde, le mec, il rentre chez lui le soir et il fait, bon, ouais, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on a besoin de trouver un peu du sens dans ce qu'on fait. On a besoin d'être important et de se dire, ah, et que le gars, le technicien, dit, ah putain, merci, tu m'as bien dépatouillé. Voilà, et le gars du support, il dit, ah chouette, j'ai de la valeur. Bah écoute, merci Anthony en tout cas, pour cette belle interview. On te souhaite, beaucoup de succès donc dans l'ère de l'IA et en tout cas merci. Je laisse toujours le mot de la fin à nos invités, donc je te laisse, clôturer, comme tu le sens, Eh ben, écoute, c'était une belle journée. Merci pour ton invitation et au plaisir de se revoir dans un an. On fera le point sur les projets. avec plaisir. À bientôt.